Hassan Drabo-Parguin, je suis journaliste présentateur chez NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. L'honneur m'est fait donc de modérer les échanges autour donc de la thématique importante pour ce qui concerne donc la deuxième session du Ben Night Show. Donc, un Oui, webinaire qui a été initié par Polaris Association dans le cadre de la présidentielle, donc de l'année électorale que nous connaissons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et cela jusqu'en septembre prochain, d'autant que octobre, 25 octobre plus exactement, ça sera donc l'élection du président de la République en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir sensibiliser, il va falloir mobiliser les jeunes autour des causes nobles. Il va falloir aussi, pas parler que de politique, mais toucher du doigt certaines réalités auxquelles les jeunes sont confrontés au quotidien. Et parmi ces différentes réalités auxquelles les jeunes Ivoiriens et même d'autres jeunes de la sous-région ouest-africaine sont confrontés, c'est la question du chômage. Il n'y a pas de travail, on s'en plaint. On dit qu'il n'y a pas de travail, on s'en plaint. Pendant que les gouvernants, eux, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire aussi, je ne porte pas de critique, mais pendant que les gouvernants, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, nous annoncent des chiffres florissants en nous faisant comprendre que le taux de chômage il est au plus bas depuis 2011, alors que dans la réalité, dans la pratique de tous les jours, on constate effectivement qu'il y a un sérieux problème. Des jeunes se plaignent. Il y a quelques jours à peine, nous diffusions chez NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, un grand reportage de 26 minutes sur les docteurs qui sont au chômage, pour dire que le sujet, en tout cas, il alerte. Et donc, le thème qui nous réunit ce soir, pourquoi est-il si difficile de décrocher un emploi entre illusion, réalité et vraies opportunités? Trois experts, pour les jeunes qui nous suivent, trois experts, vous l'avez déjà vu abondamment dans la communication qui a été faite. Ce sont trois experts qui vont donc nous entretenir sur la question ce soir. Pour commencer, donc, nous avons Fatou Diomandé qui nous a rejoint tout à l'heure. Enchanté Fatou et soyez la bienvenue. Fatou est donc responsable du centre d'innovation YIRI, centre qui appartient donc à AGL. Elle est responsable de l'espace collaboratif pour les étudiants, les startups et les collaborateurs d'AGL visant à stimuler l'innovation et le développement de solutions digitales adaptées aux réalités africaines. Et donc, avec Fatou, on pourra donc parler effectivement d'innovation, on pourra parler d'économie numérique, on pourra parler du digital, qui pourrait être aussi des pistes de solutions pour lutter contre le chômage des jeunes. En tout cas, ça sera dans quelques instants. Merci Fatou d'être avec nous. Et puis, Niamke Bilé est aussi avec nous. C'est aussi certainement une figure, un visage que vous connaissez beaucoup, chers amis. Alors, notre très cher frère, il est spécialiste en recrutement de talents. Il a été trois fois LinkedIn Top Choice Africa. Il est profondément engagé dans la lutte contre le chômage en aidant les jeunes diplômés et puis les professionnels avec des conseils avisés pour bâtir une carrière professionnelle réussie. C'est un poste très engagé, plein donc de solutions sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux. Donc, c'était un profil très intéressant qui nous sera tous de grande utilité. Et pour finir, une autre dame pour dire que ici, on ne parle même pas de parité du genre. Et ici, la priorité, c'est aux femmes. Et c'est de bonne guerre. Eulalie Kouassi est aussi avec nous. Eulalie est consultante en développement de carrière, engagée elle aussi dans l'accompagnement des jeunes pour les aider à atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Elle est la fondatrice de plusieurs structures comme l'ONG ENAG et Zakir Service. Elle est également active dans la digitalisation, la création de contenu et le soutien à la presse numérique avec aussi notre aîné Eulalie. On va parler aussi de digital. Bref, cela dit, mesdames et messieurs, nous allons passer la parole à nos trois panélistes. Tout de suite, votre première prise de parole va consister en un tour de table. Vous allez nous donner déjà vos premières impressions, vos premières compréhensions du thème central. Déjà commencer par Michel Niamkebile. d'accord. Merci beaucoup, Alassane. C'est un vrai plaisir. Par rapport à notre thématique, c'est une thématique qui est d'actualité, hein. C'est une thématique qui touche aujourd'hui très largement, en tout cas, les jeunes qui aujourd'hui recherchent du travail. Je pense que d'une certaine façon, on est tous jeunes. Donc, c'est un sujet qui est très important. Puis en même temps, on sait un peu la dynamique du pays par rapport aussi à la préparation des élections présidentielles d'octobre 2025 à venir. Comment concrètement on arrive à trouver des solutions par rapport à cette problématique d'emploi, donc de chômage sur le marché ivoirien. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de décortiquer tous ensemble avec des solutions pratiques. Parfois, peut-être qu'on n'a pas le bon positionnement ou peut-être qu'on n'a pas le bon mindset qui va avec.
Donc, on va essayer de décortiquer un peu tous ensemble sur la question. Merci beaucoup, Michel. Nous allons passer la parole maintenant à Eulalie Kouassi qui va aussi nous donner ses impressions sur la thématique de ce soir. Merci Alassane. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Qui dit emploi parle de chômage et qui dit chômage parle de jeunes en quête, voilà, d'un emploi. Et donc, ce genre d'initiatives qui naturellement sont des portes d'entrée et des pistes de solutions pour espérer obtenir un emploi. C'est des initiatives sur lesquelles moi j'aime bien voir les jeunes et je suis contente. Je félicite tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et j'espère qu'ensemble on va passer un bon moment et que nos différentes interventions pourront un temps soit peu répondre à vos différentes préoccupations quant à cette thématique-là. Merci pour ce soutien constant à faire de grandes réflexions en faveur des jeunes. Nous allons maintenant écouter Fatou. Fatou, bienvenue. Quelles sont vos impressions sur cette thématique? Alors, comme tous les copanélistes, j'aimerais déjà dire un grand merci à Polaris Asso pour cette invitation et je trouve que c'est une très belle initiative que de vouloir donner la parole aux jeunes sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'on a envie de faire, sur prendre notre opinion dans ce contexte d'élection en Côte d'Ivoire. C'est vraiment très, très, très intéressant et je pense que c'est un thème primordial qu'on va pouvoir vraiment décortiquer au fil de cette soirée de show. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Merci beaucoup, Fatou. Alors, mesdames et messieurs, je pense que le décor, il est donc planté. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on parle de chômage, on parle d'emploi des jeunes en quête donc d'emploi. Est-ce que la structuration actuelle du marché de l'emploi est favorable à la lutte contre le chômage des jeunes? Je voudrais entendre d'abord l'avis de Eulalie Kouassi sur la question. Je commence avec la colle. Alors, est-ce que la structuration, en fait, ça va dépendre. Hein. J'aime bien le dire. Il y a déjà la problématique du chômage. Quand je parle de problématique du chômage, je parle de la définition même du chômage. C'est quoi le chômage? Qui est-ce qu'on appelle chômeur? Donc, est-ce qu'il y a une adéquation entre le chômage, sinon les chômeurs, et puis les retours de certains jeunes? Il faudrait qu'on connaisse la définition de base. Donc, un chômeur, c'est une personne qui est en quête d'emploi, qui mène des actions pour trouver un emploi. Cette deuxième partie-là est méconnue de mes très chers petits frères. Et ce qui va faire que quand on va donner des taux de chômage, malheureusement, on est proche de ces chiffres-là parce que quand on prend la définition même du chômage, on va finalement se rapprocher de ces chiffres qui peuvent être choquants. Donc, quand on parle de chômage, on parle d'absence d'activité professionnelle. Et la deuxième partie, on parle de l'exercice de la quête justement de cette activité-là. Donc, quand les deux sont réunis, à ce moment-là, on va parler de chômage. Est-ce que l'environnement ivoirien, constitution, est-ce qu'elle suit? On va dire qu'on a commencé à aller vers des pistes de solutions de ce que j'observe aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une période en 2014 et 2023-2024 où il y avait une grosse inadéquation entre les besoins en ressources humaines et les ressources humaines qui étaient disponibles sur le marché. D'où la balance qui va peser plus d'un côté plutôt que de l'autre parce qu'on a des jeunes qui sont diplômés, mais qui finalement ne trouvent pas d'opportunité d'emploi parce que sur le marché, les compétences qu'ils ont ne peuvent pas être vendues parce que les entreprises recherchent autre chose. Donc oui, on est en train d'aller vers une piste de réponse, mais il y a encore un énorme travail à faire selon moi. Très bien, merci beaucoup, Lali. Je pense que c'est bien entendu. On aura d'ailleurs l'opportunité de revenir sur l'adéquation ou l'inadéquation entre l'offre de formation et puis les opportunités qu'il y a sur le marché de l'emploi. Mais déjà, je me réjouis que vous ayez procédé à une définition parcellaire de certaines thématiques. Et je viens d'apprendre que le chômeur, c'est quelqu'un aussi qui mène des actions pour sortir justement du chômage, alors que nous pensons simplement que c'est la personne qui ne travaille pas qui est considérée comme chômeur, alors qu'il faut accompagner le fait de ne pas avoir d'activité, d'action pour pouvoir donc avoir donc cette activité. Merci beaucoup. Exactement. Très bien, c'est bien entendu. On aura l'opportunité de revenir sur ça largement. On va entendre Fatou demander. Fatou, est-ce que la structuration actuelle du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire est propice pour solutionner justement la lutte
contre le chômage. Pour moi, quand on parle de structuration du marché de l'emploi, on s'adresse donc au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est censé, en tout cas, structurer les choses qui sont d'ordre public. Et pour moi, aujourd'hui, en termes de formation, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés, mais je pense que c'est pas encore totalement adapté au marché de l'emploi actuel, parce que les formations sont très théoriques, il n'y a pas assez de pratique, ou alors très tard dans le cursus de formation. Ça, c'est côté étatique. Un autre levier qui aurait pu appuyer cette structuration côté privé, c'est en fait que les entreprises doivent en fait ouvrir leurs portes. Je trouve aussi que c'est de ce que j'ai pu constater, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, des stages d'immersion, des stages d'ouverture, de vraiment donner la chance aux jeunes de se rendre compte de à quoi ressemble en fait l'emploi qu'ils visent dans des conditions réelles. Et aussi, je pense que ce qui pourrait améliorer ou mieux structurer le marché de l'emploi, c'est peut-être de faire un peu plus confiance aux jeunes, puisqu'on est dans des contextes où encore aujourd'hui, c'est le droit d'aînesse, il y a beaucoup de choses comme ça où les jeunes sont peut-être un peu bridés et n'osent pas faire certaines choses. Donc voilà pour moi au niveau de la structuration. Est-ce une obligation pour les entreprises d'ouvrir leurs portes pour accueillir les jeunes? Non, c'est pas une obligation. Je pense pas que ce soit une obligation. En tout cas, je pense que c'est favorable pour elles parce qu'en fait, ouvrir ses portes aux jeunes, c'est aussi travailler à la base pour avoir des personnes qualifiées pour le futur de l'entreprise. Donc, c'est une action win-win en fait. C'est quelque chose qui devrait, en tout cas, qui est dans leur intérêt, je pense. Très bien, merci, c'est bien entendu. On va maintenant passer la parole à Michel pour connaître justement son avis sur cette première thématique que nous abordons, ce premier axe. Michel, la structuration actuelle du marché, selon vous, est-ce que c'est favorable? Moi, je vais plutôt intervenir, par exemple, sur la partie, c'est vrai qu'elles ont parlé, par exemple, de formation et autres et tout ça. Il faut prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, selon les statistiques, hein, donc c'est à peu près 90%, voire trois quarts des jeunes qui arrivent sur le marché sont dans le marché informel, en tout cas sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, les actions qu'il faut mener, c'est comment est-ce que justement on arrive un peu à formaliser les choses parce que le marché de l'informel en Côte d'Ivoire, ça représente à peu près 90%. C'est très, très, très vaste, c'est très énorme. Il faut formaliser un peu. C'est vrai qu'en termes de structuration, si on regarde un peu formel, voire informel, le gap il est extrêmement large. Et donc, il faudrait arriver au fur et à mesure à créer des opportunités de telle sorte que chaque jeune puisse s'étendre un peu plus vers le secteur formel. Et peut-être nous, peut-être dans notre cas, peut-être j'en ai pas parlé un peu au niveau de ma structure, mais au niveau de Jobo Intérim, c'est ce qu'on essaye de faire, d'accompagner en fait les jeunes, on les donne la chance, on les forme et ensuite on essaye de les insérer, donc les sortir un peu de ce secteur informel pour les emmener vers un secteur qui est beaucoup plus formel, qui est aussi par derrière profite aux entreprises et en même temps à l'État. Donc, je pourrais, si je devrais intervenir un peu sur cette partie structuration, je dirais que c'est beaucoup plus l'accompagnement pour sortir un peu plus du secteur informel. Mais Michel, ne pensez-vous pas que finalement, on entend aussi beaucoup de jeunes, c'est vrai qu'en dernière partie donc, de discussion, on parlera de l'entrepreneuriat, mais déjà, je pense que puisque vous parlez du secteur formel et de l'informel, beaucoup de jeunes se plaignent aussi du fait qu'il y a trop de garde-fous, qu'il y ait même des mécanismes qui les empêchent d'aller vers le secteur formel. On parle d'impôts, on parle de plusieurs règles. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est beaucoup plus la question, dans un premier temps, de l'État. C'est à l'État, dans un premier temps, de créer d'une certaine façon. Alors, le premier point, c'est de faire un travail dans la tête des gens en leur faisant comprendre que quand ils quittent l'informel pour aller dans le formel, c'est beaucoup plus dans leur intérêt. En même temps, il faut comprendre aussi que quand tu es dans le secteur formel aujourd'hui, tu contribues, donc tu es de manière très active engagé dans le développement de ton pays, puisque de manière informelle, et naturellement, les ressources qui sont générées ne vont pas profiter à l'État. On veut tous de bonnes routes, on veut tous de bonnes écoles, etc. et tout ça, mais on ne va pas les bâtir si on ne paye pas des impôts, on ne paye pas des taxes. Donc, c'est de bien faire comprendre aux populations, donc premièrement, à ces travailleurs-là, ces personnes qui doivent venir dans ces secteurs, qu'est-ce qu'ils gagnent, comment est-ce que ça marche concrètement, c'est quoi le mindset derrière. Ensuite, quand ils ont bien compris les systèmes, il faut mettre maintenant les actions en place en termes de communication pour les accompagner au fur et à mesure et créer des opportunités. Ce n'est pas très facile pour quelqu'un qui quitte dans l'informel, il a sa petite activité ou il essaye de faire les choses à sa façon, de le réinstruire, de le rééduquer pour revenir vers des choses qu'il ne connaît pas forcément. Donc, il y a
parcours d'éducation à faire aussi sur ce domaine-là. Merci beaucoup, Michel. Je pense que c'est bien entendu. Donc, éducation, formation, il faut donc maîtriser tout ce qui entoure donc la question de l'entrepreneuriat, la recherche même de l'emploi. Et justement, puisqu'on parle de formation, puisqu'on revient un peu à la genèse, je voudrais demander à Eulalie, Eulalie, aujourd'hui, pourquoi on a autant de jeunes qui n'ont pas d'opportunités? Pourquoi il y a tellement de jeunes qui chôment malgré toutes les initiatives qui sont prises? En Côte d'Ivoire seulement, on est passé sous le mandat du président Henri Konan Bédia, celui de Laurent Gbagbo et celui d'Alassane Ouattara aujourd'hui, à plusieurs initiatives visant à donner du travail aux jeunes. Aujourd'hui, on parle de façon pompeuse depuis 2015. Je me souviens qu'avant la présidentielle de 2015, rappelez-vous, la question du chômage faisait donc ravage et c'était compliqué pour le gouvernement d'alors. Ils ont précipitamment créé l'agence emploi jeune qui aujourd'hui a plusieurs bureaux relais. Mais pourquoi, malgré l'agence emploi jeune et toutes les offres d'emploi dont ils disent disposer et qu'ils mettent au profit des jeunes, pourquoi la question du chômage demeure toujours? Pourquoi la question du chômage demeure toujours? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question qui va jamais, qui n'aura jamais une réponse définitive. C'est une problématique qui va continuer à exister parce que, enfin, il y a des problèmes avec lesquels on est et qui nous suivent à vie. Mais plus sérieusement, déjà, il y a une pléiade d'illusions qui gravitent autour de cette problématique du chômage-là. Première, c'est par exemple que le diplôme suffit pour avoir un travail. Aujourd'hui, non. Malheureusement, le diplôme ne suffit pas. Parce que je pense que quand tu démarrais tout à l'heure, Alassane, tu as parlé de l'émission que tu as faite avec les docteurs. Le doctorat, c'est le diplôme le plus haut. Logiquement, quand on a ce diplôme-là, si on va dans logique que le diplôme suffit, avec un doctorat, on travaille systématiquement. Donc, si des docteurs sont au chômage, va savoir ce que des personnes qui ont des masters, des licences, des bac+1, des personnes qui n'ont même pas le bac deviennent. Et pour ne pas t'arrêter dans le reportage, mais dans le reportage, on voit des docteurs qui vendent donc des papiers Lotus, voilà, pour pas joindre les deux bouts. On voit d'autres qui vont faire le ménage, laver des habits chez les particuliers. Voilà. C'est ça. Donc, le diplôme seul ne suffit pas. L'adéquation entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, on est en train de passer à un autre niveau qui inclut tout ce qui est IA, digital, industrialisation. Mais par exemple, quand on parle de mécanique industrielle, même nos écoles ne sont pas outillées pour donner des formations d'un certain niveau. On a des écoles comme le LPS, on a à Yopougon, on a des écoles qui ont du matériel pour former, mais il y a un certain niveau d'industrialisation que si on veut atteindre, on doit avoir plus d'écoles qui font ce type de formation. Pareil pour le digital. Ça se voit de plus en plus, heureusement, aujourd'hui, parce qu'entre 2010 et on va dire 2020-2022, toutes les personnes qui travaillaient dans le digital localement avaient pratiquement appris sur le tas. Parce que ce n'est pas des formations qu'on donnait dans nos universités. Et je parle pour moi, je suis un produit de ça. Donc, on a appris sur le tas. Heureusement, ça nous a réussi, mais il n'y avait pas de formation pour ça. Donc, l'adéquation entre la demande et l'offre, il y a un gros gap. Donc, ça va être la deuxième illusion. Une autre illusion, c'est que malheureusement, pour mes petits frères qui suivent le panel, je vais vous taper un peu sur les doigts, mais le travail ne va pas aller vous chercher à la maison. Le travail va aller chercher personne à la maison. Si vous restez à la maison, dans vos salons, à regarder la télé et espérer avoir un travail, vous n'allez jamais travailler. Et un autre point sur lequel je veux mettre le doigt, c'est le fait que les entreprises doivent accepter les jeunes, donner la chance aux jeunes. Mais les entreprises doivent le faire. Mais en face, il faudrait que les jeunes sachent qu'il y a des sacrifices à faire avant d'avoir la partie sucrée de la vie. Je dis à qui veut l'entendre qu'avant d'avoir mon premier salaire, j'ai travaillé 20 mois gratuitement. Mais c'était gratuit en termes pécuniers. Mais c'est 20 mois pendant lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Donc, quelque part, j'ai gagné en expérience, en expertise, en qualité de travail. Donc,
si on veut tout monétiser, on risque de ne pas s'en sortir. Quand on finit l'école, il faut accepter des stages souvent gratuits qui ne sont pas rémunérés, mais il faut avoir une vision, il faut avoir une projection, un projet professionnel. Et quand on a un projet professionnel, on sait exactement là où on est en train de partir. Merci beaucoup, Elali. Je pense qu'on a retenu beaucoup de choses et de très bonnes choses. On retient notamment qu'il ne faut pas se figer sur la rémunération quand on est en quête de boulot, surtout qu'on n'a pas d'expérience. Il faut privilégier justement la recherche d'expérience pour justement parvenir à renforcer sa carapace et obtenir un boulot beaucoup mieux rémunéré. Je pense que ça, on le retient et on aura l'opportunité. Et surtout, l'interpellation. L'interpellation à chacune et à chacun d'entre nous. Pas dormir sur nos lauriers. Il faut qu'on soit humble, qu'on se dise qu'on a à apprendre. Et en fonction de cela, on pourra saisir les meilleures opportunités. La parole à présent à Fatou. Fatou, quels sont aujourd'hui, dans la même veine, quels sont aujourd'hui, selon vous, les défis auxquels les jeunes font face dans la recherche de l'emploi? Pour moi, pourquoi ça coince? Je pense que c'est marrant parce que je pense qu'aussi Eulalie a répondu un petit peu à cette question par rapport au fait que les jeunes ne veulent pas faire de sacrifices, ne veulent pas apprendre, justement travailler gratuitement pour apprendre des connaissances, alors que c'est un passage pour moi qui est obligé, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les associations. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous sache se regarder en face et se dire aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre à savoir. Et pour ça, il faut être humble, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas voir directement la rémunération, les avantages. Et j'ai cette impression qu'aussi, je me mets dedans, hein, nous les jeunes, on est aussi dans cette quête de profit assez rapide qui peut nous tromper aussi parce que finalement, on ne va pas avoir les opportunités qu'on espère avoir parce qu'on n'a pas de compétences, on n'a pas d'expérience et c'est le poisson qui se mord la queue. Je vais revenir à Michel. Michel, vous donnez beaucoup de leçons d'enseignement et même de formation aux jeunes qui sont en quête de boulot. Est-ce que cette sensation, vous l'avez vous aussi vécue? C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas faire du gratuit, pour parler simplement, et obtenir de l'expérience. Alors oui, faut dire que c'est quelque chose qui revient beaucoup. En tout cas, quand on a l'opportunité de parler un peu, sortir peut-être durant des événements, donner un peu de conseils, etc. Tout ça. Avant peut-être de répondre à la question, peut-être à la salle, je vais juste ouvrir un peu une petite parenthèse et puis la refermer par rapport à ce que Lali disait et Fatour aussi. Il faudrait savoir que en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le cadre des stages, c'est vrai que aujourd'hui, les jeunes sont confrontés, on en parle, hein, peut-être une quête d'opportunité, peut-être une première opportunité, mais il faut savoir que c'est encadré par la loi. Donc aujourd'hui, si vous prenez peut-être le Code du travail, article 13.11 et 13.14 du Code du travail ivoirien, bah, dans le cadre des stages, toute entreprise a l'obligation de recevoir un stagiaire. Donc, que ce soit, par exemple, dans le cadre, par exemple, de son stage de validation de son diplôme ou dans le stage d'une première expérience, c'est une obligation, ce n'est même pas une négociation. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas comme si l'entreprise décide, bon, plus ou moins, hein, mais elle n'a pas le choix, en fait, parce que c'est encadré par la loi. Le problème, ça n'arrive pas bien souvent parce que, bah, moi, dans mon cas, j'ai été confronté et je pense que l'une des problématiques majeures, c'est que ce n'est pas encadré par la c'est pas encadré par l'État, voire suivi, malheureusement. Vous voyez, c'est pas suivi. On s'est dit que la loi, c'est écrit, mais aujourd'hui, si un jeune arrive dans une entreprise qui fait une demande d'emploi, etc., ne serait-ce que même pour un stage, il n'est même pas reçu. Donc, ce qui crée vraiment des frustrations. Il y a certains qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, bah, chaque année, c'est entre 300 000 et 400 000 jeunes qui sortent. Donc, qui sont diplômés et qui arrivent, pas forcément la compétence, mais ils ont envie de développer cette compétence à peu près. Mais s'ils n'ont pas l'opportunité de développer cette compétence, ça va être compliqué. Et donc, quand on a cette volonté, plus ou moins, bah, certains qui doivent comprendre aussi que quand ils postulent, etc., ils doivent accepter aussi de travailler par exemple, gratuitement, de venir, en tout cas, essayer d'avoir une première expérience. Le plus important, ça doit être d'acquérir l'expérience. Parce que c'est quoi les deals aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, les entreprises recherchent des candidats qui ont de l'expérience. C'est très difficile de trouver un emploi si tu n'as pas une première expérience. Même pour un stage, on vous dit, bon, OK, pour un stage de ressources humaines, assistant RH, il faut avoir 6 mois d'expérience minimum. Et les jeunes se posent la question, mais si je n'ai jamais fait un mois, comment je fais pour avoir 6 mois? Donc,
Donc, c'est ça, en fait, c'est ça le deal. Donc, il faudrait que, pour créer cette opportunité-là, notamment pour les jeunes, si les entreprises ont cette obligation, mais il faut que les jeunes aillent chercher. Il faut aller chercher. Même si ce n'est pas payant, moi, je suis capable de travailler pour vous, etc. et tout ça. Je ne demande pas forcément de l'argent, même s'il n'y a pas de primes de stage qui accompagnent, quoi qu'il en soit, pardon, la loi ne demande pas à ce que l'entreprise paye des stagiaires. Voilà. Donc, ils n'ont pas forcément cette contrainte, en tout cas dans les stages, dans le cadre d'un stage d'école, dans le cadre d'un stage de qualification, ils doivent au moins payer le SMIC avec la prime de transport. Mais s'il n'y a pas forcément ces éléments, il faut forcer la porte. Il faut forcer la porte, il faut aller chercher, il faut aller chercher. Et ensuite, une fois qu'on acquiert ne serait-ce que 3 mois d'expérience, 6 mois d'expérience, on a un peu déjà d'expérience, on a travaillé un peu quelque part. À partir de ce moment, tout peut commencer à s'ouvrir. Merci beaucoup, Michel. J'aime mes panélistes ce soir. C'est cru, c'est direct. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Ça paraît surréaliste ce qu'il dit, et pourtant, c'est la stricte réalité, c'est la stricte vérité. Je pense que les jeunes qui sont dans le cadre seront certainement d'accord avec toi, Michel. Quoique, certains vont poser des questions. D'ailleurs, je vais prendre une question du chat dans quelques instants. Mais avant, Fatou voulait rebondir justement sur cette question. C'est parti, Fatou. Oui, exactement. Merci, Alassane. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu justement la question du fait que est-ce qu'il faut normaliser le fait de ne pas être rémunéré? Alors là, pas du tout. Je voudrais quand même revenir et Évidemment, remettre ouais. le contexte. La question, c'est pas qu'il faut absolument ne pas être payé. En fait, il faut voir la chose dans l'autre sens, je pense. Tu n'as pas d'expérience. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on te repère, qu'on ait envie de travailler avec toi? Malheureusement, je pense que c'est la triste dureté de la vie. Il faut que tu aies un point différenciant. Donc, si tu te dis non, c'est l'État ou c'est les entreprises parce qu'ils sont obligés de me rémunérer, donc tu restes là à attendre éternellement, peut-être que la situation ne va pas changer. Comme on dit, je pense que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, la stratégie inverse, ça pourrait être de qu'est-ce que je peux faire gratuitement qui va me donner la légitimité et donc des opportunités d'emploi. Et dans ça, ça peut être, on dit gratuitement, mais c'est pas forcément même pour une entreprise, ça peut être pour une association, ça peut être pour une cause, ça peut être aussi en ligne, ça peut être donc ça peut être tellement de choses. Mais à aucun moment, en tout cas, moi, ma position, c'est pas de dire il ne faut pas payer les jeunes. C'est qu'est-ce que je fais en tant que jeune pour me différencier sur un marché de l'emploi qui est très concurrentiel. Permettre à Eulalie de revenir sur la même question. Il y a Ténin dans le chat, Ténin Koné, que je salue d'ailleurs pour sa présence, qui demande si finalement les jeunes doivent accepter de ne pas être rémunérés en début de carrière. Ça aussi, c'est une question fondamentale. Je vais permettre à Eulalie d'abord d'intervenir et puis ensuite, Michel aura la parole. Alors, je suis alignée avec Fatou. C'est pas qu'on essaie de normaliser le fait qu'il n'y ait pas de rémunération. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de stages. De quel stage parle-t-on? Il y a les stages on va faire pour valider son diplôme. Il y a le stage pré-emploi. Il y a le stage, en fait, il y a une pléiade de stages. Donc, de quel stage parlons-nous? En début de carrière, ce que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, le début de carrière, c'est après le bac. Et le premier stage, il faut le faire idéalement après sa première année de licence. Donc, le bac plus 1. Il faut commencer à chercher son stage. C'est pour ça qu'il faut avoir un plan de carrière. Quand on a un plan de carrière, on sait exactement là où on est en train de partir et ça nous permet justement, avant même de finir sa licence ou son bac plus 2 ou son master, d'avoir des expériences professionnelles qu'on pourra revendre après. Est-ce qu'il faut, comment dire ça, début de carrière, il faut accepter de travailler gratuitement? En vrai, ce qu'on doit savoir, en tout cas, le stagiaire, ce qu'il doit savoir, c'est que c'est lui qui est en train d'essayer de trouver une réponse à une problématique qu'il a. Le fait qu'il ait l'argent ou pas, c'est lui qui a un problème. C'est pas l'entreprise. L'entreprise, si elle te prend pas, elle va prendre une autre personne. Malheureusement, c'est comme ça. C'est un peu comme si c'est toi qui as besoin de l'entreprise, de la faveur de l'entreprise. Donc, sois humble en tant que demandeur, parce qu'à ce moment-là, tu es demandeur. Sois humble, dis-toi que tu as besoin de l'appui de l'entreprise. Va travailler 3 mois, 6 mois, va avoir cette ligne-là sur ton CV que tu pourras revendre après avoir quitté l'entreprise à une autre entreprise ou à la même entreprise.
Comment tu veux qu'une entreprise te garde si elle n'a pas pris le temps de te tester? Comment tu veux que l'entreprise te teste si elle dit qu'elle n'a pas le budget pour te garder? Toi, tu cherches ta ligne dans ton CV, tu cherches ton expérience, tu cherches ton expertise. Sacrifie-toi. 3 mois, 6 mois. Quand tu finis, reviens discuter avec l'entreprise parce que tu as acquis des expériences, tu as une façon de faire et même là, tu auras montré à l'entreprise que oui, au départ, vous m'avez minimisé, on peut dire, mais voilà, j'ai les compétences. Je suis arrivée dans votre entreprise peut-être avec un niveau -1. Aujourd'hui, je suis à un niveau 3. Je veux bien continuer, mais maintenant, essayez peut-être de me donner le transport. C'est des négociations. Autant l'entreprise a besoin de vous, autant vous avez besoin de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup, Eulalie. J'ai vu, depuis tout à l'heure, je vois beaucoup d'applaudissements dans le chat. C'est-à-dire que, franchement, mes panélistes sont très pertinents. Vous aurez remarqué que je suis rentré dans le noir. L'électricité est coupée, donc veuillez m'en excuser. On va continuer le chat. Vous allez vous contenter certainement du son de ma voix. Merci en tout cas pour ces précisions. Et je vais permettre à Michel, à qui j'avais promis la parole, d'intervenir justement sur cette question de rémunération en début de carrière ou non, et puis on va poursuivre. Cas pratique, j'ai contacté un candidat l'année passée. Alors, il n'était pas forcément au début des carrières, on va dire peut-être un peu en milieu quand même, mais avec pas une grande expérience, à peu près 3 ans. J'avais contacté ce candidat pour une opportunité de travail. Le candidat m'avait demandé la rémunération qui était allouée, savoir, aujourd'hui, quand vous voulez recruter quelqu'un, en fait, nous, c'est un peu notre cœur de métier, donc on connaît un peu quand même les rouages. Il vous demande direct, c'est quoi le budget sur les postes. Il ne vous demande pas d'abord c'est quoi l'entreprise, quelles sont ses valeurs, etc. On vous demande déjà c'est combien déjà l'argent. En tant qu'expert en recrutement, je ne suis pas fermé. Donc, je lui donne quand même le budget. Voilà, c'est tel. Et le candidat me répond, vous m'avez bien regardé. Moi, j'ai un bac +5. J'ai un bac +5. J'ai un master. Et vous me demandez de venir prendre tel salaire. C'était un salaire qui tournait entre 150 000 et 200 000 à peu près. Donc, pour lui, dans sa tête, un bac +5, c'est en moins 1 million, voire 2. Il se voit très mal en train de commencer un travail avec à peu près 150 000, voire 200 000 francs. Pour lui, ça ne passe pas. Donc, déjà, il y a un gros travail à faire, je pense, dans la tête de nos frères, de nos sœurs, pour leur faire comprendre que quand on est en début de carrière, on n'est pas gourmand. Quand on est en début de carrière, on ne vient pas chercher l'argent d'abord. On vient chercher la compétence et l'expérience. Les entreprises vont payer et vont rémunérer ce que vous connaissez, ce que vous avez comme compétence, ce que vous êtes capable d'apporter. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas capable d'apporter quelque chose, naturellement, on te recrute sur quelle base? On te recrute sur la base du fait que tu es capable d'apporter quelque chose. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais partager par rapport à cela, moi, je me rappelle, il faut qu'on enseigne aussi à nos frères et sœurs de savoir sortir de les zones de confort. Moi, j'ai eu un BTS en ressources humaines et communication. Quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'ai fait à peu près tout le monde dans les années, je crois que c'était en 2016-2017. J'ai fait un peu comme tout le monde avec des demandes de stage, nanani, un peu partout. Parfois, on allait même dans les entreprises au plateau avec nos papiers, nos CV papiers pour aller les déposer. Donc, tout ce qu'on faisait là, on ne nous appelait pas du tout. Moi, je n'avais pas d'entreprise qui m'avait appelé pour me dire, bon, OK, Michel, essaye voilà, viens, ne serait-ce que pour avoir un stage pour valider mon diplôme. Je vais vous dire aujourd'hui, Alassane, j'ai validé mon diplôme BTS avec une opportunité en tant que commercial, pas en tant que RH. Magnifique. Je l'ai validé en tant que commercial. Et puis en plus, vous savez, c'est quel type de commercial? C'est commercial terrain, commercial qui se promène du soleil là. C'est avec ça que j'ai validé mon diplôme de BTS en ressources humaines et communication. Donc, je n'ai pas attendu le fait que, voilà, tant que je n'ai pas d'opportunité en tant que RH, j'attends et j'attends. Non! Il faut prendre son destin en main. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je travaille dans les ressources humaines. J'ai travaillé dans le commercial 3 ans, donc à peu près 8 ans d'expérience aujourd'hui. Je n'ai pas commencé RH. J'ai commencé commercial. Mais aujourd'hui, avec ma détermination, ma volonté d'apprendre, je me suis retrouvé dans le métier que j'aime, à faire ce que j'aime faire, m'entretenir avec des gens, faire du relationnel, être utile dans la vie des gens. Donc, le plus important, c'est la finalité. Mais c'est comment est-ce que tu te donnes les moyens au début pour arriver à la fin. Et ça, si on n'enseigne pas ça à nos frères et sœurs aujourd'hui, ça coince, ils se disent qu'il n'y a pas d'opportunité, etc. Mais les opportunités sont là.
parfois, on ne sait juste pas aller les chercher. Merci beaucoup, Michel. Je pense que c'est bien entendu par chacune et chacun d'entre nous qu'il faut souvent passer par d'autres chemins pour arriver à la destination finale. L'objectif étant d'arriver au but que nous visons. Et je pense que ton expérience personnelle, qui est de celui de quelqu'un qui a la formation de ressources humaines, mais qui est obligé de faire du commercial pour valider son diplôme, je pense que c'est une illustration qui nous sied dans cette discussion. Et j'ai vu aussi le commentaire de Fatou tout à l'heure, trop pressé, arrive en retard. Donc, par moment, il faut juste être un peu patient et puis planifier justement sa carrière pendant que nous sommes même à l'école, comme l'a préconisé tout à l'heure Eulalie. Il faut avoir un plan de carrière solide et je pense que ça pourrait aider beaucoup d'entre les jeunes qui sont à la recherche d'opportunités. Alors, je vais vous permettre dans le chat, chers participants, d'intervenir, de poser vos questions. Je vais permettre à Fadil Zeba, si vous pouvez lever la main, on va ouvrir votre micro. Vous aviez une question sur les mécanismes de présélection des candidats et sur l'intelligence artificielle aussi. Allô, bonjour. Bonjour Fadil, nous Bonjour, vous écoutons. Fadil. Moi, c'est Fadil Zeba, juste en tant que chargé de plaidoyer donc, dans une ONG. Mais j'ai remarqué en fait que pour les offres d'emploi, même celles qui sied, ou du moins qui sont en adéquation avec mon parcours, je n'ai pas forcément de retour. Du coup, je m'interroge plus sur les systèmes qui sont mis en place par les RH, en fait, pour filtrer en fait les candidatures. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose aussi à refaire? Merci pour votre question. Je vais permettre à Fatou d'intervenir sur cette question pour commencer. Personnellement, je suis d'avis aussi que les ATS, je pense, en tout cas les systèmes qui filtrent les CV avec l'intelligence artificielle ne sont pas toujours optimales. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas énormément de moyens pour lutter contre ça, si ce n'est de se renseigner, de regarder des vidéos sur comment optimiser son CV, comment faire en sorte. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses, de contenus, de formations qui sont créés sur comment en fait construire un CV qui sera bien lu par ces systèmes. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut toujours être dans. Je pense que quand on est en quête d'emploi, surtout de premier emploi, je veux aussi vraiment ramener cette précision. On parle de faire des sacrifices, faire ceci, faire cela, mais c'est dans le contexte d'un premier emploi, parce qu'ensuite, après, comme le disait Eulalie, on peut, là, c'est une relation win-win où en fait, on peut apporter quelque chose, mais dans ce contexte-là, il faut essayer d'avoir toutes les armes de son côté. Et donc, pour le cas des systèmes qui lient les CV avec l'intelligence artificielle, il y a des techniques, il y a des conseils qui sont vraiment disponibles. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, on peut avoir vraiment toutes les informations à notre disposition, donc il faut aller à la recherche de l'information. Eulalie, je vais vous passer la parole pour intervenir aussi sur cette question. Ce que j'ai envie de dire justement sur cette question, c'est que beaucoup de personnes, quand elles répondent à une offre d'emploi, merci, un CV standard qui passe de mail de RH en mail de RH. Et en fait, c'est la meilleure façon de réussir son rejet. C'est la meilleure façon de se faire éjecter d'un processus de recrutement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je le dis toujours, chercher un travail là, c'est un travail. C'est un travail que de chercher un travail. Parce que c'est de mettre en place un programme. Aujourd'hui, par exemple, je vais chercher les opportunités. Demain, je vais adapter mon CV aux opportunités. Après, demain, je vais envoyer mes CV. Ainsi de suite. C'est un travail que de chercher un travail. Donc, si on a un CV standard qu'on envoie à toutes les offres, on ne va jamais vous appeler. On ne va jamais vous appeler parce qu'aujourd'hui, les RH ne s'asseyent même plus pour regarder les CV. Il y a un premier tri qui est fait, parler d'intelligence artificielle. Mais c'est pour ça, comme Fatou le disait, qu'il faut aller vers l'information pour savoir comment est-ce que vous devez monter votre CV, de sorte à ce que votre CV passe tous les pièges qui ont pu être, les filtres qui ont pu être mis pour ressortir les meilleurs CV. Et ça passe par l'analyse de l'offre d'emploi elle-même. Oui. En fait, on n'envoie pas son CV parce qu'on a vu que on recherche un RH. Non, on lit l'offre d'emploi, on lit la fiche de poste. Et en fonction de ça, on regarde son expérience professionnelle, ce qu'on a déjà réussi, enfin, on a déjà fait, et établit un CV adapté à cette offre. Parce qu'une offre en tant que RH dans l'entreprise de Alassane n'est pas la même offre en tant que RH dans l'entreprise de Michel, qui n'est pas... Parce que les compétences d'une entreprise à une autre vont diverger. Les missions d'une entreprise à une autre vont être différentes. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire l'offre avant de rédiger son CV, de l'adapter à l'offre et puis envoyer. Et si vous faites cet exercice-là, qu'on ne vous appelle pas,
peut-être que vous ne payez pas vos cotisations au village. Faudra regarder en tout cas toutes les pistes hein, pour espérer avoir un bon emploi. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. C'est de bonne loi. Est-il réellement possible pour un expatrié de décrocher un emploi à Abidjan? J'ai passé des entretiens prometteurs, mais dès que mon statut d'expatrié et la question salariale sont abordés, plus de suite. Est-ce un frein fréquent? J'aimerais bien intervenir sur cette question-là, si tu me permets. Les expats oublient, c'est qu'il y a l'écosystème à prendre en compte. Parce que quand on sort du pays, qu'on va étudier à l'extérieur et qu'on revient, en général, on revient avec tout ce qu'on a appris là-bas, mais on revient avec également les fourchettes salariales de là-bas qui ne sont pas forcément adaptées à notre écosystème local. Il y a des postes qui payent bien, effectivement, à Abidjan. Mais quand vous cherchez en tant qu'expatrié, cherchez sur ces postes-là. Parce que si vous venez, vous avez par exemple étudié l'expertise comptable au Canada, c'est un exemple, et que vous venez à Abidjan, peut-être qu'au Canada, l'expert comptable, il est payé à 3,5 millions le mois, mais à Abidjan, nos experts comptables, ils sont payés peut-être à 500 000. Donc, on revient sur le sacrifice. Parce que revenir au pays, c'est revenir avec ses compétences, c'est venir faire évoluer le pays, c'est faire un sacrifice. Mais on veut bien faire le sacrifice du retour, mais on ne veut pas faire le sacrifice sur la partie salariale là. C'est problématique. Les expatriés ont toujours ce problème-là et c'est le salaire qui pose problème. Quand on revient dans un écosystème, on en tient compte. Et ça, je voulais vraiment mettre le doigt dessus, sur le fait que d'un pays à un autre, les réalités sont différentes. Donc, quand on décide d'être expatrié, si on n'a pas de poste expatrié, parce qu'il y a des postes expatriés qui prennent en compte l'hébergement, le logement, l'école des enfants et tout, mais si on n'a pas de poste expat, on cherche dans un poste local, mais qui a ses réalités en termes salariales. Permettre aux deux autres panélistes d'intervenir aussi sur la même question. Ça va donc nous servir de deuxième prise de parole des intervenants, quoique M. Abou Denon n'ait pas pris la parole, mais on va répondre quand même de façon assez large à sa question. Et donc, Michel, qu'est-ce que vous en dites? La question des expats qui n'arrivent pas à avoir des opportunités. Je suis totalement d'accord avec Elali sur la question. En fait, tout part de son projet professionnel. Tout part de son projet professionnel. Il faut que ça soit clair, bien détaillé et bien précis. Ensuite, on veut rentrer au pays, par exemple, pour un pays, pour vendre ses compétences et tout ce qui va avec. Mais quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire? La plupart du temps, moi, cas pratique, quand je connais quelqu'un, ça m'arrive en tout cas très, 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 très régulièrement de parler avec des candidats et essayer d'être débauchés de l'extérieur. Il y a certains qui te donnent parfois des salaires faramineux, qui te disent, moi, pour ce poste, par exemple, de directeur commercial, si vous voulez me prendre au Canada, parce que j'ai aussi recruté sur l'international pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour une entreprise ici, c'est 8 000 euros. Et tu te dis, non, mais attends, ici, le directeur commercial, il a à peine 800 000 francs, voire peut-être 900 000. Est-ce que le DG lui-même, il a 8 000 euros? Bah, bonne question. Moi, je me rappelle que je me rappelle qu'une fois, j'ai recruté un directeur général. Enfin, j'étais sur un recrutement de sous-directeur général, je crois. Et en fait, les gars, il avait fait une prétention salariale à près de 8 millions. Et le directeur a dit, mais même moi, en tant que DG, je n'ai pas 8 millions. Comment je peux recruter mon collaborateur qui lui, sera payé à 8 millions? Donc, donc juste pour ça, on était obligé de trouver d'autres personnes. Donc, la problématique de salaire, donc de rémunération, elle est très importante. Il faut bien s'accaparer, en fait, l'écosystème ici, déjà le marché, comment est-ce qu'il se présente en termes de dynamisme? Est-ce que déjà, il y a une étude déjà qui est faite en prenant en compte le fait que, est-ce que déjà mon profil, est-ce qu'il est recherché ici? Est-ce qu'il est porteur ici ou pas? Secondairement, en termes de salaire, combien est-ce qu'il est payé potentiellement ici ou pas, à peu près? Et il y a une troisième chose que la plupart des candidats ne font pas, ou peut-être qu'ils ne savent pas, en fait, c'est le mercato. Le mercato, en fait, quand on parle de mercato, en fait, dans tous les systèmes, vous voyez comme les joueurs, ils jouent au football,
Il y a une période où ils jouent beaucoup. Il y a une période où on ouvre, ils se font recruter, ils vont dans d'autres clubs, ils vont à Chelsea, en tant que bon Barcelonais, ils vont à Barcelone, etc. et tout ça. Donc, le mercato, votre type de profil, il y a des périodes, en tout cas en Côte d'Ivoire, où c'est beaucoup recruté. Il y a des périodes. Si vous savez, si vous arrivez à détecter cette période, c'est plus facile pour vous de vous faire débaucher. Je prends un exemple tout simple et cas pratique. En général, les RH, les comptables, etc. et tout ça, ils sont beaucoup recrutés en début d'année. Beaucoup recrutés en début d'année. Donc, c'est là qu'on va beaucoup prendre un HR, un comptable pour gérer un peu l'admin parce qu'il y a le projet en termes de vision d'entreprise, le DG a tel qu'il veut réaliser. Il a besoin, par exemple, excusez-moi, d'un HR pour driver cette vision-là. Maintenant, vous êtes peut-être, je ne sais pas, peut-être un commercial. Si vous postulez en janvier, ce n'est pas évident parce qu'en janvier, c'est maintenant qu'on travaille la stratégie. Mais par contre, quand la stratégie sera terminée, à partir du deuxième trimestre du mois de l'année, à partir de mars-avril, c'est là que le mercato des sales va commencer. Donc, vous commencez déjà à préparer votre CV et à partir de mars, avril, mai, juin, si vous n'avez pas eu d'opportunité en tant que commercial, responsable commercial dans ce laps de temps-là, dans cette période, peut-être comme Elali l'a dit, vous ne payez pas vos cotisations au village. Vraiment. Parce que si vous postulez en tant que commercial, décembre, en décembre, voire novembre, toutes les entreprises sont en train de faire des bilans, ils n'ont plus l'argent. On est en train de faire un bilan, on prend l'argent où pour te payer. Vous voyez? Donc, il faut bien comprendre un peu le mercato par rapport à mon profil. On se retrouve à peu près dans quel type de mercato sur le marché, à quel moment mon profil devient beaucoup plus demandeur sur le marché. Et voilà, des pistes de solutions aussi qui ont été données, chers amis. Notre objectif, ce n'est pas de discuter pour discuter. Notre objectif, c'est aussi et surtout de donner des pistes de solutions. Tout à l'heure, Eulalie l'a dit, chercher un travail est en soi un travail. Donc, pour bien maîtriser le travail qui consiste à chercher un boulot, je pense qu'il faut suivre à la lettre les consignes, les conseils qui sont donnés par nos devanciers, que sont Fatou, Michel ou même Eulalie elle-même. Et cela va nous permettre justement d'aboutir à nos fins. Fatou, qu'est-ce que vous avez à dire sur la question des expats? Moi, je pense que là, déjà, il faudrait peut-être essayer de vraiment mieux approfondir la définition d'expat parce qu'aujourd'hui, parfois, on confond immigration, relocalisation avec expatriation. Donc, expatriation, c'est vraiment quand l'entreprise a un projet et tu reçois une lettre de mission qui t'emmène à voyager dans un pays spécifique, dans des conditions spécifiques. Donc, je pense que parfois aussi, cette notion, elle n'est pas forcément comprise de tous et il y a beaucoup de confusion. Donc, c'est normal que derrière, il n'y ait pas les mêmes attentes salariales, etc. Donc, ce que je pourrais dire, en tout cas, en termes pour tout ce qui est rémunération, comment essayer de se positionner, je pense que c'est important de se renseigner sur les salaires, sur les politiques salariales des différentes entreprises qu'on vise. Parce que qu'on soit dans une start-up, dans une association, dans une entreprise d'un grand groupe ou même une entreprise du CAC 40, bah, les grilles de rémunération ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est une réalité. Et encore une fois, quand on recherche un premier emploi, peut-être qu'on ne va pas se tourner vers, par exemple, travailler pour le gouvernement hors stage, je veux dire. Donc, ou en tout cas pour une très très grosse entreprise parce qu'on sait tout de suite qu'ils vont rechercher de l'expérience. Et moi, pour ça, j'ai vraiment un outil à vous partager pour que ce soit vraiment concret. C'est le guide des salaires. Donc, une jeune dame qui s'appelle Leila Richard Touma qui a lancé à travers son agence Grey Search le guide des salaires. Je pense que c'est vraiment, si j'en parle, c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais c'est un guide gratuit et c'est vraiment un outil qui permet d'avoir une visibilité sur les politiques de recrutement et de savoir se positionner de façon objective par rapport à ses prétentions salariales. Merci Michel, merci aussi à Eulalie, merci d'être intervenu sur cette problématique. Et je pense que chacun en a eu pour son compte. Et pour la petite anecdote, avant qu'on ne puisse avancer, un groupe de jeunes avait créé donc, s'était donné pour mission de sanctionner via les réseaux sociaux le ministère de la Jeunesse. Et ils avaient pris pour cible le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, qui en est d'ailleurs l'actuel ministre. Il dénonçait notamment le chômage des jeunes, décriait beaucoup d'irrégularités dans son département ministériel. Le ministre a demandé à ses collaborateurs de rentrer en contact avec certains d'entre eux. Et c'était pour la plupart des jeunes qui s'étaient fait former en France.
pour la majorité. Et quand ils sont rentrés en contact avec eux, le ministre les a reçus, il leur a demandé, OK, il n'y a pas de problème, vous avez le master, vous êtes doctorant, OK, même si je vais vous donner des opportunités, quelles seraient vos prétentions salariales, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter? Et tous parlaient de 2 millions, 1,5 million le minimum. Et le ministre leur a dit, ici, dans mon cabinet, je peux vous compter le nombre de mes collaborateurs qui touchent même le million. Donc, pour dire que, comme les panélistes le disent, il faut déjà réfléchir à l'environnement dans lequel nous voulons travailler. Et puis, il faut être à mesure de faire des sacrifices. Je pense que cela pourrait bien évidemment nous aider. On a donc parlé de la structuration actuelle du marché de l'emploi en termes d'obstacles ou d'opportunités pour la jeunesse ivoirienne et africaine à la recherche d'emploi. On a parlé justement de la question de l'adéquation ou de l'inadéquation entre la formation et l'offre d'emploi. J'aimerais à présent qu'on puisse parler de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mesdames et messieurs les panélistes, est-ce que l'entrepreneuriat est inexorablement la solution au chômage? Parce que quand on écoute tous les spécialistes aujourd'hui, en tout cas pour la majorité, ils disent aux jeunes, si les entreprises ne vous donnent pas d'offres, entreprenez, proposez des solutions, regardez autour de vous, qu'est-ce qui ne va pas, créez vos entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, comme tous ces experts-là, vous le dites net, sans détour, l'entrepreneuriat, c'est la solution? Eulalie Kouassi. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat peut être une solution quand on a les armes pour entreprendre. Et je dis à qui veut l'entendre, quand on finit ses études, il faut passer par la case emploi. Pourquoi il faut passer par la case emploi? Quand on intègre une entreprise, on va apprendre, on va échanger avec le RH. Ça va nous donner des notions en termes de gestion de la ressource humaine. On va échanger avec le service comptable. Ça va nous donner des notions en termes de comptabilité, ainsi de suite dans chacun de ces départements-là. Et si on aspire à devenir entrepreneur, on est en train de se former. Mais on nous dit que si on ne vous recrute pas, allez créer vos entreprises. Sur quelle base vous créez ces entreprises-là? Quelles sont les compétences que vous allez utiliser pour créer ces entreprises? En fait, il y a le fait qu'on puisse avoir de la chance, donc le facteur chance. Tu peux créer une entreprise, mais parce que le besoin, il est là, il est réel, l'entreprise va marcher. Tu peux arriver à une période où tu crées ton entreprise, mais moi, mes amis nordistes, depuis le bas âge, elles sont entrepreneurs parce que la maman a la boutique. Le samedi, elle va à la boutique avec sa maman, elle apprend à gérer la boutique de sa maman. Mais quelqu'un comme ça, on nous met toutes les deux à un concours d'entrepreneuriat, mais moi, j'ai perdu. Parce que la dame, depuis petite, elle entreprend, elle a des notions, elle se forme involontairement, mais elle a appris à faire. Donc, si elle se retrouve à gérer une entreprise, elle aura les bons réflexes. Contrairement à moi, qui me lève un bon matin, il n'y a pas un environnement, il n'y a pas de formation entrepreneuriale à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Ça, on le donne aux Américains, aux Occidentaux, parce que depuis l'école, au primaire même, ils font des activités entrepreneuriales. Mais nous, du jour au lendemain, on veut qu'on entreprenne sans nous avoir formés. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, est-ce que ça peut être une solution? Oui. Mais si l'accompagnement qu'il faut est mis en place, si on passe par la case emploi pour apprendre, vu qu'il n'y a pas, bon, de plus en plus, il y a des écoles qui apprennent l'entrepreneuriat, pardon, mais il faut passer par un système avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, Eulalie, les études sont claires là-dessus, hein. Les entreprises, les jeunes entreprises qui naissent finissent par fermer au bout de 3 ans. Pour vous dire, la question de l'entrepreneuriat est vraiment complexe, mais tellement complexe qu'il faut de la formation et il faut de l'expérience. Je vais entendre l'avis de Michel sur cette question. Michel. Moi, je crois pertinemment que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, il faut qu'on s'enlève ça un peu de la tête et qu'on évite de suivre des modèles qui nous font des photos en étant dans un avion à Dubaï, alors qu'en fait, ils sont juste dans un petit carrefour à côté, juste à Yopougon ici. Et ceux qui ont commencé aussi avec un grain de riz et aujourd'hui qui ont une usine. Oui, exactement, qui ont commencé. J'ai commencé à entreprendre, j'avais 0 francs, mais aujourd'hui, j'ai bâti une entreprise qui vaut 6 000 milliards.
mais en fait, j'avais 0 francs. C'est des pipeaux. Ce n'est pas sérieux du tout. Moi, je crois que tout le monde ne peut pas. Alors, l'entrepreneuriat, c'est une solution, d'accord, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde n'a pas forcément la carrure pour être un entrepreneur. Il y a des gens, comme dans la vie active, hein, il y a des gens qui sont, par exemple, bons pour gérer peut-être les projets des autres. Il y a des gens qui sont bons, par exemple, pour faire monter, peut-être pour gérer leurs propres projets, etc. Tout ça. Il y en a d'autres qui sont bons pour telle chose ou pour telle chose. Voilà. Mais en même temps, il faudra aussi comprendre que si on veut se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il faut être préparé. Il faut développer les compétences qui vont avec, que ce soit des compétences techniques, que ce soit des compétences comportementales. C'est très bien d'avoir une idée. C'est très bien d'avoir une idée. Quand on a une idée, on a résolu une partie du problème. Le point, c'est que les gens pensent qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est avoir l'idée. Entreprendre, c'est pas avoir l'idée. Avoir l'idée, c'est une partie du problème. Maintenant, une fois qu'on a résolu cela, c'est quels sont maintenant les ingrédients qu'on va mettre justement dans cette idée pour la porter. Tu peux être un bon entrepreneur qui a de bonnes idées et un mauvais manager. Personne ne voudra travailler avec toi. Un mauvais manager, pourquoi? Parce que tu n'as pas de compétences en leadership, pardon. Tu ne sais pas accompagner des gens. Tu ne sais pas te mettre à la place des autres en termes de bienveillance, en termes de partie, etc. Et tout ça. Tes collaborateurs commencent aujourd'hui, ils se disent, moi, j'ai commencé avec lui, mais de toute façon, il est là, je sens que je vais fuir avec sa comptabilité. Donc, quand tu as un petit souci, ton petit comptable que tu prends, tu as pris hier, il a envie de fuir avec ton argent, tu entends qu'il a détourné tes petits 5 millions, tu es obligé de tout recommencer. Donc, tu ne sais pas t'entourer de bonnes personnes pour propulser ton business. Donc, c'est vrai qu'on nous dit entrepreneuriat, mais on ne nous montre pas la partie invisible même de l'iceberg. La partie invisible, c'est que visible, il gagne de l'argent et autres, tout ça, c'est bien. Mais la partie invisible, c'est que quand on est entrepreneur, il y a la motivation qui va avec. Et ça, c'est un point sur lequel peut-être je vais terminer sur cette question. C'est quelle est la motivation aujourd'hui qui m'emmène à être entrepreneur? La plupart des personnes aujourd'hui qui veulent être entrepreneur, ils ont une mauvaise motivation. Je vais être entrepreneur parce que je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je vais être entrepreneur parce que je veux gagner plus d'argent. C'est faux. Quand vous êtes dans une entreprise, vos clients premiers internes, ce sont vos collaborateurs en termes d'expérience candidat. Ce sont vos collaborateurs, votre DG, vos managers, les responsables de département, ainsi de suite. Et à l'externe, ce sont les investisseurs, les associés, etc., tout ça, les fournisseurs, ceux qui font vivre la boîte. Mais quand vous êtes entrepreneur, que vous pensez que vous êtes indépendant et que vous travaillez pour vous, en fait, vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour 1000 personnes à la fois. Parce que chaque client a des attentes et a un besoin qui est précis et qui est cadré. Un bon client qui finalement est mécontent d'un service peut finalement fermer votre boîte. Parce qu'il peut vous faire une mauvaise publicité qui peut fermer carrément votre boîte. Donc, si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'avez pas la bonne motivation, si vous n'avez pas, finalement, vous ne vous êtes pas formé pour entrer dans ce domaine, c'est une solution au chômage, mais en fait, à vous, ça ne va pas vous servir. Et puis après, quand on est entrepreneur, on n'est pas entrepreneur pour soi, on est entrepreneur pour servir les autres. On n'est pas entrepreneur parce que je veux être milliardaire, non, mais parce qu'en fait, j'ai une volonté de servir les autres et de les faire grandir. C'est toujours très utile d'entendre nos formidables panélistes finir avec des valeurs. À chaque fois qu'ils parlent, quand ils ont fini tout ce qui est purement technique, ils ajoutent toujours une notion, une valeur importante qui pourrait accompagner la réalisation de nos objectifs. Donc, que ce soit le fait de créer une entreprise ou d'avoir un boulot, ce sont les valeurs. Et ça, franchement, je retiens ça comme la clé de cette discussion. On a beau avoir les compétences, s'il n'y a pas de valeurs comme la patience, comme le fait d'apporter à la communauté, à sa nation, ça ne va pas aboutir. Et pour cela, je vous remercie. Tu as tout demandé, c'est à vous que revient la parole. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est la panacée miracle au chômage des jeunes? Alors, j'attendais beaucoup cette question parce que j'accompagne, je suis vraiment spécialisée dans ça, l'accompagnement des entrepreneurs. Et pour moi, en fait, c'est vraiment pas une solution, donc pour répondre à ta question, mais pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il faut pas entreprendre par dépit
Et c'est quelque chose que je constate beaucoup auprès des jeunes, c'est-à-dire que j'ai pas d'emploi, donc j'entreprends. Donc souvent, c'est pas pour les bonnes raisons. Et ça rejoint un peu ce que tu as dit, Michel, au niveau de la motivation. Est-ce que c'est pour l'argent? Parce que justement, je veux l'argent du transport ou peu importe autre raison, mais entreprendre par dépit et pas par vocation, je pense que c'est dur de garder cette motivation constante quand les résultats ne vont pas venir, alors qu'on sait que les résultats prennent plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et que c'est pas facile. Ensuite, le deuxième point, je dirais que c'est de se connaître. Et ça aussi, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, Michel. Mais je dirais se connaître au-delà de la carrure, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre en se formant. Je pense que c'est vraiment plus dans le sens de est-ce que j'aime être entourée? Est-ce que j'aime justement, parce que être manager, leader d'une équipe, c'est quand même une grande responsabilité. C'est ce que j'ai intelligence émotionnelle et tout ce background-là qui me permettra en fait d'avoir les épaules solides. Et ça, je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ensuite, le troisième point, je dirais que c'est la formation. Et là, je rejoins Eulalie. Ce qui est très important, et pour moi, c'est même primordial d'avoir été en fait salarié avant de vouloir être entrepreneur, parce que ça va tout simplement nous donner la possibilité en fait de savoir ce que je veux être, ce que je ne veux pas être, d'avoir un référentiel. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, entre ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai vu sur le terrain et dans la vie, bah, c'est vraiment très différent. Et je pense que c'est la même chose quand on est entrepreneur et qu'on écoute justement ces discours, ces vidéos de success story. On rêve un entrepreneuriat qui finalement n'existe pas, parce que être entrepreneur, c'est être son propre salarié, c'est rien d'autre que ça. Donc, c'est pas une vie dans les jets privés ou que sais-je, c'est juste travailler plus pour soi-même. C'est pas moins contraignant. Et le quatrième point, je pense que donc si on a coché toutes ces cases et qu'on a toujours envie d'entreprendre, c'est vraiment de se rapprocher des incubateurs et d'être humble et d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on va pas tout apprendre tout seul, qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça, qui ont les compétences pour ça, et donc de pas hésiter de se rapprocher de toutes les structures d'accompagnement pour se structurer. Et de toute façon, je pense que dans ces cas-là, on n'a pas grand-chose à perdre, mais beaucoup plus à gagner. Et j'avais dit dernier point, mais j'en ai quand même un dernier. Je pense aussi que le point des soft skills, qu'on soit entrepreneur ou salarié, c'est un point très important qui est beaucoup négligé au niveau des jeunes. Et je pense qu'on favorise beaucoup plus les compétences techniques à défaut, parce que personne qui est à l'aise à l'oral, qui prend des initiatives, qui est positif, ben parfois on peut même accepter quelqu'un qui a de moins bonnes compétences techniques, parce qu'on sait que, je vois plein de cœurs, ouais. On sait que la personne va apprendre, mais les soft skills, pour moi, c'est quand même très difficile de changer une personne. Tu vois, un état d'esprit positif, ça donne tout de suite envie de travailler avec la personne. Donc, j'aimerais dire aux jeunes de vraiment ne pas négliger les soft skills. Personne n'est parfait, mais essayer de mettre un point d'honneur sur le fait d'apprendre, travailler ses soft skills et en faire une force. Ces cœurs et ces applaudissements, c'est pour la pertinence de vos propos et de vos idées. Je pense que c'est partagé avec aussi l'ensemble des panélistes. C'est dire aussi à quel point les jeunes qui sont là, ils sont en ce moment 50 dans cette conversation, sont satisfaits jusque-là de la qualité de ces échanges. Et je pense aussi que rejoindre ce que tu disais tout à l'heure avec Lali également et même Michel, les diplômes en termes d'entrepreneuriat, ça compte beaucoup, tout comme ça peut ne pas compter beaucoup. Quand je regarde au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Burkina, les premiers grands entrepreneurs qui ont fait fortune, que ce soit dans le transport, que ce soit dans plusieurs secteurs, ils n'étaient pas forcément très instruits. Hein. Ils n'étaient pas forcément très instruits. C'est des gens qui, parfois, ont eu une idée. Moi, je connais plein de Maliens milliardaires ici à Abidjan, mais qui nous appellent pour de petits problèmes, qui ne savent même pas écrire leur nom. Mais ils sont milliardaires, ils entreprennent, leurs entreprises marchent bien. Donc, pour dire que souvent, ce sont des valeurs, ce sont des techniques qui ne s'enseignent pas à l'école. Et donc, chers amis, on gagnerait en tout cas à nous approcher des experts pour avoir l'expérience nécessaire. Donc, j'aimerais ajouter juste un petit truc. Je pense que si on veut être de bons entrepreneurs à l'avenir, il faut être de bons intrapreneurs. Très important. Parce que certains, ils ont cette volonté de vouloir créer les entreprises, mais en fait, tu travailles quelque part et tu fais très mal le travail qu'on t'a confié. Tu travailles mal déjà pour ton patron, pour ton responsable. Donc, tu estimes que toi, en volant déjà l'argent chez ton patron actuel, tu seras un bon gestionnaire ou un bon manager à l'avenir. Donc, chez nous, en fait, dans ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Si tu fais mal déjà pour l'autre, sois-en sûr que pour toi, on le fera aussi mal. Donc ça part encore justement d'une motivation. Je travaille quelque part, je fais le travail qu'on m'a confié de manière correcte, je suis perfectible.
On peut me dire ça, c'est pas correct, ça, c'est pas bien fait. J'apprends, je suis humble, je m'humilie, je fais le travail comme il se doit. À l'avenir, quand j'aurai appris de ces différentes expériences, ça m'aura grandi. Quand j'aurai mon business, je saurai comment manager avec. Mais si je ne sais pas me comporter et prendre ma propre structure actuelle comme ma propre entreprise avec mon poste en me disant, OK, je suppose que je suis le DRH de ma propre société. Comment je pourrais être le DRH de la société de quelqu'un? Comment je pourrais être le DRH d'une autre société, par exemple, que moi j'ai créée? Parce que quand vous créez votre société, vous êtes votre propre DRH, votre propre comptable, votre propre gestionnaire de stock, etc. Donc voilà ce que je peux dire. Développer cette compétence d'entrepreneur, c'est très important. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment. On va parler de digital rapidement. Aujourd'hui, quelle est la force du digital pour permettre aux jeunes Ivoiriens et Africains de décrocher le boulot de leurs rêves, ou même si ce n'est pas le boulot de leurs rêves, de décrocher tout simplement un emploi qui leur permet de sortir du chômage. On commence par nos spécialistes aussi du digital que sont Fatou et Eulalie. Fatou d'abord. Alors, moi, je pense que le numérique, effectivement, c'est vraiment une chance dans le sens où être jeune, c'est même un avantage parce que être jeune, c'est avoir grandi plus ou moins, en tout cas, dans l'ère du digital, le numérique. Il y a des opportunités concrètes parce qu'il y a des vrais métiers qui naissent aujourd'hui. Je pense par exemple au growth marketing, à tout ce qui est communication digitale, où en fait, bah, c'est des nouveaux métiers et peut-être les générations avant nous n'ont peut-être pas forcément ces compétences-là. Alors, c'est de l'auto-formation, il ne faut pas hésiter à s'auto-former et à développer une vraie expertise. Je pense qu'avec le numérique, aujourd'hui, les jeunes peuvent développer une vraie expertise qui est décorrélée du nombre d'années d'expérience, du fait que c'est quelque chose dans lequel on baigne quotidiennement. Merci beaucoup, Fatou. Merci beaucoup. On va entendre l'avis de Eulalie sur la question du numérique. Est-ce que le numérique aujourd'hui, c'est un vrai boost pour les jeunes qui cherchent de l'emploi? Le numérique, c'est un gros levier, c'est une grosse aubaine, on va dire, aujourd'hui, c'est vraiment la solution. Et moi, j'ai classifié justement l'impact du numérique en 6 points. Donc, ça va d'abord être que le numérique, comme Fatou le disait, offre de nouveaux métiers, beaucoup de nouveaux métiers. Il y en a pas mal qui sont même pas encore sur notre terre, dans notre écosystème, mais il y a un gros éventail de nouveaux métiers que le numérique offre. Ensuite, il y a l'accessibilité aux formations. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut être chez soi et puis apprendre des métiers, se former, obtenir des certificats, obtenir des diplômes pour valoriser notre profil en tant que demandeur d'emploi. Troisième élément, ça va être le branding, la présentation de soi, de sa personne, la communication autour de soi. On peut être aujourd'hui en Côte d'Ivoire et communiquer de sorte à ce que des personnes qui sont au Gabon, aux États-Unis, sachent ce on sait faire, ce qu'on peut faire, parce que justement, on travaille sur notre personal branding. Ensuite, il y a le quatrième point, ça va être que le digital nous permet aujourd'hui de rechercher facilement, sinon plus facilement, des opportunités d'emploi, d'être informé du fait que la CIR, NCI, toutes les entreprises recherchent des emplois parce qu'aujourd'hui, elles ont ce réflexe-là de poster sur elles-mêmes leur réseau professionnel, les postes qui sont à pouvoir en interne. Donc oui, on a justement cette facilité-là de rechercher des opportunités. Ensuite, on a la possibilité de travailler à distance. On peut être aujourd'hui à Abidjan et grâce au digital, travailler dans d'autres pays, dans d'autres villes, sur d'autres continents, enfin un peu partout dans le monde. Et enfin, grâce au digital, on se crée un réseau. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est très, très, très important d'appartenir à des réseaux et d'appartenir à de bons réseaux. Et le digital aujourd'hui nous offre la possibilité de se créer un réseau. Donc voilà les 6 points sur lesquels je voulais revenir en termes d'impact du digital aujourd'hui sur l'emploi. Dire que effectivement le réseau c'est très important, mais là encore j'ai pas envie en fait que les jeunes se renferment dans une croyance limitante. Et je pense Eulalie, de toute façon que tu me rejoins, hein, je voulais juste apporter cette précision qu'il faut pas non plus s'enfermer dans cette idée de si j'ai pas de réseau, si j'ai pas de contact, si je connais personne, si j'ai pas de piston, parce que moi j'entends beaucoup de jeunes dire ça, que oui je connais personne. Et je pense que toutes les clés qu'on a essayé de donner tout au long de ce sujet, c'est vraiment pour que les jeunes soient beaucoup plus indépendants. Et c'est des réalités, mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans ça et s'affranchir de ces réalités-là. Et en menant les actions qu'on a données, comme le fait de rechercher une première expérience par soi-même,
que ce soit dans une association, que ce soit bénévolement, c'est des solutions qui vont vous permettre de vous affranchir de toutes ces questions de si je ne connais personne, j'aurai pas d'emploi. Ce que Fatou On dit, y c'est va. très important, en ce sens que quand on parle de réseau, malheureusement, les jeunes, ils voient quelque chose de trop grand. En fait, le réseau, ça peut être tes amis d'école, tes amis de l'université dans laquelle tu es allé, tes amis de l'église, de la cité. C'est pas un réseau. Parce que tes amis d'école, ils sont dans des entreprises. Ces entreprises-là ont besoin de ressources humaines. La communication, c'est ça. Quand on parle de réseau, c'est pas forcément le gros, je sais pas, le gros nuage. Non. Le réseau, c'est vraiment d'être dans des groupes où on va avoir des informations nécessaires qui vont nous permettre de pouvoir, pourquoi pas, obtenir une opportunité d'emploi. Et je suis carrément alignée à ce que Fatou dit. On va entendre maintenant Michel. Michel, est-ce que dans vos formations, vous dites souvent aux jeunes que vous coachez, bon ben écoutez, développez une présence en ligne, faites ci sur LinkedIn, sur Facebook, vous devez faire cela, et sur Instagram également. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que le numérique, le digital aujourd'hui a une place importante dans la recherche d'emploi? C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, si vous n'êtes pas orienté digital, vous mourrez à petit feu. C'est sûr que le digital va vous aider. Comment ça vous aide dans votre recherche d'emploi? Par exemple, tout à l'heure, tu le disais, hein, et Lali le disait aussi, pour soigner votre image en termes de personal branding, c'est très important. Il faut savoir que l'image que vous présentez, que vous vendez, ben, c'est en fonction de cette image qu'on va, entre griffes, vous Oui. acheter. Donc, si vous êtes invisible sur les réseaux, aujourd'hui, certains jeunes qui utilisent TikTok, excusez-moi du thème, pour montrer un peu les fossiles ou etc., pour montrer je ne sais pas quoi d'autre. Mais en fait, vous pouvez tellement utiliser TikTok Pour pour danser le vendre des biama. compétences. Voilà, pour faire du biama qui ne vous avance nulle part. Vous pouvez tellement utiliser TikTok aujourd'hui, la force et la puissance de TikTok pour créer votre capacité à créer des contenus qui aujourd'hui peut vous créer des opportunités dans une entreprise en tant que ne serait-ce que community manager ou bien digital manager dans une entreprise. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de ce que vous arrivez à créer sur TikTok en termes de création de contenu, comment vous animez vos pages, comment vous faites vos vidéos, etc. Tout ça. Donc, le digital va vous permettre de créer de vraies compétences, en plus de ce que Lali a dit, apprendre en ligne, etc. Tout ça, mais ça va vous permettre de développer de vraies compétences, mais aussi de créer du lien. Et si vous créez du lien, tout à l'heure, on parlait du réseau qui est extrêmement important. Quand vous êtes en recherche d'emploi et que vous devez vous créer un réseau, ce n'est pas premièrement d'aller sur LinkedIn et d'écrire au président de la République. Et puis, la plupart du temps, même d'ailleurs, vous le faites mal. Vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être d'Adam ou d'Ève, vous lui dites bonjour, je recherche un travail, voici mon CV. J'ai 1001 personnes qui m'envoient ça, des messages comme ça, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas que je n'ai pas envie de répondre, mais en fait, il n'y a pas de création de valeur. Quand tu m'envoies bonjour, monsieur Billet, je recherche un emploi, voici mon CV. Bon, parfois, moi, j'ai 1000 choses à faire quand je suis au boulot. Peut-être que quand j'arrive sur LinkedIn, j'ai envie de regarder ma messagerie, peut-être parce que je veux planifier un entretien avec un candidat qui m'a envoyé un message sur LinkedIn, que j'ai peut-être chassé sur LinkedIn. Donc, quand je vois votre message et que je regarde, bonjour, monsieur Dupé, voici mon CV, naturellement, je passe vite fait, bien fait. Mais si j'ouvre un message qui est pertinent en me disant que, monsieur Billet, je suis attiré ou j'apprécie par exemple ce que vous faites pour votre communauté, les conseils que vous donnez, je suis titulaire par exemple d'un BTS ou d'une licence avec 5 ans d'expérience dans tel, et je suis capable d'apporter telle compétence ou telle compétence, je me dis, tiens, je suis peut-être en train de recruter un infographe, ça peut peut-être faire l'affaire. Donc, je n'avais pas pensé à vous auparavant, mais comme vous m'avez dit que peut-être vous avez des expériences et des compétences en ressources humaines ou en infographie ou je ne sais pas, je me dis, c'est un candidat que je peux contacter à l'avenir. Mais c'est parti de quoi? C'est parti par le fait que vous avez compris comment utiliser aujourd'hui le digital, comment utiliser aussi aujourd'hui les réseaux sociaux. Par rapport à LinkedIn, pour terminer rapidement, aujourd'hui, c'est une vraie plateforme pour trouver du travail. Quand je vois des jeunes qui ne sont pas sur LinkedIn, moi, je ne comprends pas. Et certains qui ne comprennent même pas l'utilité de LinkedIn, j'arrive pas à comprendre. Parce que LinkedIn, c'est le réseau des professionnels par excellence. Le monde dans lequel vous êtes autour de vous va acheter votre compétence. Mais si vous ne parlez pas de cette compétence, comment on peut savoir que vous connaissez le travail? Donc, vous avez peut-être des compétences en graphisme, des compétences en ressources humaines ou en comptabilité. Partagez ces compétences.
ne serait-ce que via des carousels, des petits contenus. Aujourd'hui, il y a plein de sites qui peuvent vous aider aujourd'hui à créer des contenus. Donc, cette plateforme va vous permettre de vous rendre visible et cette visibilité va attirer les entreprises. Dans les systèmes de recrutement aujourd'hui, il existe deux types. Il y a les recrutements donc inbound, et il y a les recrutements outbound. Les inbound, par exemple, c'est tout ce qu'on va faire, par exemple, interne un peu haute, tout ça. Mais les outbound, ce sont les actions qu'on va mettre en place pour attirer les candidats. Merci infiniment, Michel. Merci beaucoup. Très sincèrement, du fond du cœur, dire merci à l'ensemble de nos panélistes. Je voudrais dire merci à Michel Niamke-Bilé, qui est spécialiste en recrutement des talents, 3 fois LinkedIn Top Choice Africa. Il est profondément engagé dans la lutte contre le chômage en aidant les jeunes diplômés et les professionnels avec des conseils avisés pour bâtir une carrière professionnelle réussie. Je veux dire aussi merci à Eulalie Kouassi. Franchement, que de pertinentes interventions. Merci beaucoup, Eulalie. Vous êtes consultante en développement de carrière. Engagez vous aussi dans l'accompagnement des jeunes pour les aider à atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Vous êtes la fondatrice de plusieurs structures comme l'ONG ENAG, Zakir Service aussi, et vous êtes également active dans la digitalisation, la création de contenu et le soutien à la presse numérique. Et puis pour finir, merci beaucoup à Fatou Diomandé, qui est donc responsable du centre d'innovation IRI de AGL, responsable de l'espace collaboratif pour les étudiants, les startups et les collaborateurs d'AGL, un espace qui vise à stimuler l'innovation et le développement de solutions digitales adaptées aux réalités africaines. Avant de refermer les portes, je vous laisse juste 10 secondes chacun pour dire votre mot de la fin, s'il vous plaît. On commence par Fatou, que je vois devant moi. Merci beaucoup Alassane, vraiment pour le mot de la fin, je veux encore dire un grand merci à Polaris Asso, sans qui on ne serait pas du coup tous réunis aujourd'hui sur cette thématique très importante, très intéressante. Également merci à toi Alassane pour cette très belle modération, et si je pourrais dire un mot aux candidats, à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit des chercheurs d'emploi ou non, c'est vraiment de garder la foi, mais c'est surtout la foi en soi-même. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose que vous portez dans votre cœur, je pense qu'il faut vraiment se donner les moyens d'aller au bout et de ne pas se décourager. Voilà. Merci beaucoup Fatou, merci d'avoir participé ce soir, merci pour ces messages d'espoir, surtout à cette jeunesse qui est brillante, qui est intelligente, mais qui souvent manque d'opportunités. Je pense que c'est un message qui fait chaud au cœur. Merci beaucoup. On va entendre maintenant Eulalie. Je vais commencer par te dire merci à toi, Alassane, pour cette modération hors pair. Tu as assuré Merci beaucoup. comme toujours d'ailleurs. Merci beaucoup. Je remercie également à Polaris pour l'opportunité qui est mise en place pour les jeunes d'avoir justement ces rapprochements-là avec des personnes comme nous qui essayons au mieux de les accompagner. C'est très important, ces plateformes d'échange-là, et merci à Polaris d'en créer. Et enfin, avant de terminer, je vais également dire merci à tous ces jeunes-là qui ont pris de leur temps pour participer à ce panel. Ils sont concentrés sur leur quête d'emploi et sur leur formation. Et je vais terminer en disant que c'est vrai qu'on parle de chômage en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de postes qui sont en attente de profils qualifiés pour les saisir, pour les embrasser. Il faut juste travailler sur vous en tant que candidat pour saisir ces opportunités-là qui n'attendent que vous. Et c'est sur ces mots-là que moi, je vais terminer. Merci infiniment, Eulalie Kouassi. Merci beaucoup pour ces mots forts. Merci pour ces conseils qui ont été donnés à la jeunesse qui est présente dans cette discussion, dans cette deuxième session du Ben Night Show. Et pour finir avec le dernier participant, Michel. Michel, la parole vous revient pour nous dire votre mot de la fin. Merci beaucoup, Alassane. Avant de terminer, j'aimerais encore une fois, comme mes co-panélistes l'ont dit tout à l'heure, te remercier pour ta brillante modération. Merci beaucoup. Avec des temps de parole pour chacun assez modérés. Merci beaucoup à l'association Polaris Asso pour cette invitation, pour l'organisation de ce webinaire. Merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour pouvoir participer avec nous, venir nous écouter. C'était un vrai partage d'expérience. Mon mot de la fin, c'est surtout à deux volets. La première chose que j'aimerais dire, c'est oser
oser faire les choses de manière, oser faire différemment. Voilà. Puis en second point, je dirais, j'entends souvent les candidats, je dirais plutôt les apporteurs de solutions. Alors déjà en termes de thème, je ne dirais pas, ne vous voyez pas comme des chômeurs, voyez-vous plutôt comme des apporteurs de solutions. Donc je dirais plutôt aux apporteurs de solutions, euh, les entreprises ne demandent pas 10 ans d'expérience. Ceux qui disent tout le temps que, mais on postule, les entreprises demandent 5 ans, 10 ans d'expérience, on a compris. Mais en fait, si tu vois une annonce où on demande 10 ans d'expérience, ce n'est pas toi la cible. Pardon. Va chercher les annonces où on demande 1 an d'expérience d'abord. Voilà. Donc, osez et puis adaptez votre profil, adaptez votre CV et ne cessez pas de postuler. Faites des candidatures spontanées, réseautez. Vous voyez des personnes, aujourd'hui, vous avez eu cette opportunité de voir Elali, Fatou et moi-même. N'hésitez pas avec Alassane, Louise, n'hésitez pas, tous ceux qui étaient disponibles, connectés aujourd'hui, à nous faire un petit WhatsApp, un petit message sur LinkedIn. Ça nous a fait très plaisir de... Tout ça, c'est du réseautage que je suis en recherche de telle opportunité, je recherche, j'ai de l'expérience dans tel domaine. Et j'apprécierais, par exemple, vos conseils en plus de cela ou bien votre coup de pouce, etc. Tout ça. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, on se bâtit un petit chemin. Donc voilà, merci beaucoup à tous.